Rebonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là, Émilie Kovacs, je suis la fondatrice et la rédactrice en chef d'Ecopo, ekopo.fr, qui est le média de l'économie positive. Je vous invite à aller dessus. Bonjour à tous les trois. Nous allons poursuivre avec cette table ronde qui va être passionnante sur la thématique tous citoyens, tous connectés. À côté de moi, nous avons Camille Penn, qui est directrice du festival Futur. Vous allez présenter ça dans quelques instants. À côté, Luc Bello, qui est ancien député du Maine-et-Loire, qui s'occupe aussi de la mission à venir de la Smart City auprès du Premier ministre. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Et à côté, Sébastien Libus, cofondateur du Gorafi. Vous allez également vous présenter. Je passe tout de suite la parole à Camille qui va se présenter. C'est à vous. Bonjour, merci de m'avoir ici sur ce thème qui me parle, qui fait vraiment écho à ce qu'on essaye de faire chez Cap Digital à travers le festival dont j'ai la charge. Festival que je pense la plupart d'entre vous connaissez sous le nom de Futur en scène. Et on a changé de nom, on s'appelle Futur, mais qui s'écrit futur.e.s, justement parce qu'on voulait affirmer cette idée que le futur est multiple et divers et que la mission, j'ai vraiment la conviction que la mission des grands événements tech, c'est d'être un lieu de rencontre et d'élaboration de futurs pluriels en orchestrant la co-création entre les innovateurs et les citoyens. Donc cette question de tous citoyens, tous connectés, elle m'interpelle, puisque tous citoyens, oui, tous connectés, oui, mais comment faire en sorte que la tech soit vraiment un outil d'empowerment, d'émancipation et que tous, nous ne soyons pas seulement consommateurs de la tech, mais aussi vraiment acteurs et engagés avec ça. Pour moi, c'est une question, c'est en devenir, et j'aimerais que Futur soit le lieu de cette transformation. C'était vous. Merci Camille. C'était une présentation. Luc. Bien, donc Luc Bello, effectivement j'étais député en charge de l'ensemble des sujets numériques, j'étais rapporteur de la loi République numérique, de la loi de transposition, la directive PSI sur l'open data, où j'ai notamment approché les enjeux de privacy, les enjeux de sécurité, de données personnelles, d'empowerment sur les données des citoyens, droit d'accès, droit de rectification, on pourra y revenir. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de la ville intelligente ou Smart City. Alors, on pourrait revenir longuement sur les définitions, mais en tout cas, sur la capacité qu'on a à amener autre chose que de la tech dans le monde des villes intelligentes, et notamment sur les enjeux de citoyenneté, dans les 3 principes directeurs, je pourrais y revenir, mais les enjeux de gouvernance, de souveraineté, les 2 premiers, mais le 3e est celui de l'inclusion, et globalement autour des enjeux de la citoyenneté, notamment de la confiance. Merci Luc. Sébastien, c'est à vous. Bonsoir, chers amis capitalistes. Alors, moi je suis Sébastien Liebus, cofondateur du Gorafi, que certains d'entre vous doivent connaître. Donc nous, on est spécialisé dans la pollution quasi quotidienne de vos flux d'informations, de manière industrielle et artisanale, fait maison. On est organisé depuis 2012. On a commencé sur les réseaux sociaux, puis après on s'est agrandi, on a eu un site internet et tout. Donc on est une petite start-up, comme on dit ici, qui a une bonne assise, et on continue d'évoluer. On a bien profité de l'élection présidentielle, et on remercie nos politiques de nous avoir fourni beaucoup d'inspiration pendant 6 mois. Ça a été très très épuisant. Et on continue, on se renouvelle en permanence, parce que en fait c'est ça aussi le rôle de la satire, c'est aussi de proposer des choses nouvelles, et pas juste se reposer sur les acquis, et pas juste ressortir les mêmes blagues sur les transports en commun ou la vie à Paris. Ça, même si c'est très facile, on essaye quand même de reposer d'autres informations. D'accord. Le rôle des citoyens en ligne, je voulais juste faire un petit aparté sur les citoyens connectés, sur la démocratie, sur quelle est la place de chaque internaute sur la toile, et quel est le rôle des fake news aujourd'hui, parce qu'il y a un gros débat, notamment avec ce que fait Facebook pour essayer de limiter les fake news. Comment vous vous positionnez, vous, Sébastien Nous, la chose est simple. Nous, on fait de la satire et pas de la fake news. C'est 2 trucs totalement différents. C'est-à-dire que, par exemple, la fake news dirait que Macron est membre du FSB russe. Ça, c'est de la fake news. Et la satire, ce serait le FSB échoue une nouvelle fois à essayer d'enrôler Emmanuel Macron.
Voilà, c'est ça la Ouais, c'est satire. important de préciser justement. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a deux choses. Un, nous, on n'est pas comptable de la stupidité des gens, parce qu'on a reçu encore des mails de gens qui étaient outrés d'apprendre que à la place de Notre-Dame-des-Landes, c'était une centrale nucléaire qui allait être construite. Oui, oui. Et quand les gens me demandent, nous envoient des mails en mode mais vous n'avez pas honte d'avoir diffusé cette information, il s'agit d'une fausse information. Et dans ce cas-là, je leur demande, mais est-ce que vous avez vu l'information selon laquelle un candidat de Fort Boyard était resté coincé 7 ans dans une cellule du fort? Voilà, je leur renvoie vers une autre information pour voir s'ils vont se scandaliser aussi. Mais ensuite, il y a eu une autre chose durant la présidentielle qui est assez intéressante. Et c'est là justement qu'on voit comment l'information est manipulée. Facebook nous a striké un article qui était pendant la campagne présidentielle. C'est la seule fois où Facebook a dit nous avons supprimé cet article, il n'est plus diffusé sur nos réseaux. C'était Macron promet que tous les Français seront actionnaires de la Startup Nation. C'était littéralement le titre en fait. Et il a été supprimé soi-disant que c'était de la fake news. Et à côté, on a eu une manipulation. Alors on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est les Russes? Est-ce que c'est la France Insoumise? Est-ce que c'est le Front National? Mais le lendemain de la présidentielle, on a eu un article qui a été diffusé massivement sur tous les réseaux sociaux, qui était l'article le plus lu le lendemain de la présidentielle, qui était ce fameuse histoire où Macron se sentirait sale quand il serre la main d'un pauvre. Et ça, c'était un article qu'on avait publié 1 an plus tôt, à l'époque où Macron avait eu ses déclarations comme quoi, moi, si je veux m'acheter une chemise, je travaille, ou quelque chose comme ça. Il avait eu plusieurs déclarations un peu méprisantes, et on avait fait cet article à cette époque-là. Et quelqu'un, un groupe, on sait pas, on n'a jamais vraiment su qui avait fait ça, a pris cet article. Donc Macron déclare quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale, l'a rajouté à une vidéo qui a été remontée dans laquelle on le voyait pêcher les anguilles à la main, puis ensuite se laver les mains dans une voiture. Et quelqu'un a remonté la séquence où on le voit serrer les mains d'un représentant syndicaliste sud, par exemple, et monter dans sa voiture en train de s'essuyer les mains. Rajouté à l'article, vous aviez une vraie fake news. Sauf qu'en fait, à la base, nous, c'était un article satirique publié 1 an plus tôt. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une manipulation à l'œuvre. Il y a vraiment des gens qui vont chercher les informations, qui vont les manipuler. Et c'est la seule fois que nous, on a un article qui nous a échappé, en quelque sorte. Et du coup, on l'a même republié sur le site pour montrer ça vient de nous. C'est nous qui l'avons publié il y a près d'1 an. Pour vraiment montrer que les gens, pour stopper la chose, quoi. Mais ce genre d'information, on ne pouvait pas la stopper. C'est voilà. Difficile aujourd'hui de distinguer sur le web les bonnes sources des mauvaises. Alors moi, je dirais pas qu'il y ait des bonnes sources ou de mauvaises sources d'information. Non, je pense qu'en fait, le problème de la fake news, c'est un problème politique. C'est-à-dire, j'ai vu passer aussi une autre dénomination pour ce genre de choses qui s'appelle mésinformation. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un processus propagande et politique derrière, un discours politique auquel il faut faire très attention. Voilà, moi je vous ai cité cet article, mais on sent qu'il y a vraiment eu de la manipulation. Mais nous, aucun de nos articles ne va provoquer ce genre d'affolement politique. Au pire, vous allez avoir Christine Boutin qui va arriver sur BFM en citant un de nos articles, mais c'est tout ce qui va arriver. Et c'est tout. Donc voilà, on n'est pas un danger, et je ne pense pas qu'on sera visé ou impacté par une loi sur les fake news, parce que ça n'aurait aucun sens. Camille, sur l'information de manière générale, pour vous, c'est difficile de trouver des informations fiables, de qualité, avec l'océan d'informations dans lequel nous sommes parfois noyés? Non, mais moi, je me pose pas la question de cette façon-là. Enfin, moi, je crois que je sais discerner mais je crois que le problème, c'est qu'on va vers une situation où il y aura des gens qui seront éduqués, qui maîtriseront les outils numériques, à la fois en termes de médias, en termes d'outils de production, en termes aussi d'outils, de code informatique, et qui, du coup, n'auront pas de problème justement à discerner, à aller chercher la bonne info, et ceux qui subiront ce mélange, ce déluge d'informations vraies et fausses. Et là, moi, où je me positionne, c'est plutôt dans... il y a un vrai enjeu, une vraie mission de décryptage, d'éducation, de pédagogie numérique. Et moi, c'est ça les questions que je me pose. Comment on peut faire des jeunes, des citoyens connectés et des gens qui sachent aussi lire l'information.
Luc, il faut être éduqué pour pouvoir maîtriser ces infos et en être acteur. Il faut être éduqué, mais pour être acteur, il faut aussi avoir des droits, et des vrais droits. Et aujourd'hui, quand on est citoyen, même citoyen connecté, on a du mal à se projeter, à avoir des droits dans un monde numérique où on nous explique que si on n'est pas content d'une grande plateforme, il faut aller au tribunal à Sacramento pour porter plainte. Et ça a été l'objet de la loi République numérique qui a permis de faire vraiment de l'empowerment, de redonner du droit, des pouvoirs aux citoyens sur la réalité de sa vie numérique. Parce que de la même manière qu'on a des droits et des devoirs dans la vie concrète, quand on est dans cette salle ou quand on va sortir dans la rue, eh bien, il y avait aussi quelques enjeux sur notre vie digitale. Et la taille des opérateurs, leur distance, faisait parfois que ce n'était pas très concret. Donc maintenant, chaque citoyen français a un vrai droit de connaissance des informations, des datas stockées par les uns et par les autres, un droit d'accès, un droit de rectification, un droit à l'oubli qui est automatique pour les plus jeunes. Si un jeune en scooter avec une bière à la main, sans casque, pour un sens interdit, un pétard dans l'autre main et une inscription très intelligente sur le front, ça peut le faire marrer quand il a 17 ans et que la photo circule. Quand il va en avoir quelques années de plus et qu'il va chercher un boulot, ça va être un peu plus problématique. Donc sur les faits des mineurs, ce droit à l'oubli, il est automatique. Il existe aussi pour les majeurs, mais là du coup il y a une procédure spécifique. Je crois que voilà, il faut avoir cette réalité-là en tête, c'est qu'aujourd'hui, essayer de réguler l'ensemble des acteurs vis-à-vis de la donnée, vis-à-vis de ces citoyens connectés, être seulement dans une loi qui interdirait ou qui autoriserait n'a pas de sens. Il faut vraiment donner du pouvoir aux citoyens, qu'ils les connaissent, ces pouvoirs, ces droits, qu'ils puissent les utiliser, et derrière qu'on crée un cadre de confiance. Et ça, c'est pas si simple. Ça, c'est pas le cas actuellement dans le pays de la liberté d'expression. Actuellement, c'est pas le cas selon vous. Alors, le cadre maintenant, il est légal puisque la loi a été publiée en octobre 2016, mais la capacité aujourd'hui de faire valoir ces droits, c'est d'abord les connaître, et je pense que c'est bien souvent pas le cas, et ensuite c'est de créer un cadre de confiance. Dès qu'on est dans ce monde numérique, la confiance n'est pas si évidente. D'ailleurs, Quant, le très bon moteur de recherche qui protège vos données, la publicité souligne bien toutes les difficultés aujourd'hui de certains moteurs de recherche qui n'ont pas cette même précaution vis-à-vis de vos données, de la protection de vos données. Je crois qu'il faut qu'on ait ça en permanence en tête, parce que ce cadre de confiance dans le monde numérique de demain, qui sera forcément très numérique, de la Smart City, de tous ces objets connectés, de toute la data exploitée, si on n'a pas créé la confiance, ça va être compliqué. Moi, j'ai un exemple que je cite toujours lors de mes interventions, c'est en septembre dernier, c'est pas très vieux, hein, à Rennes, le Crous, donc les logements étudiants, avait jugé utile de mettre un certain nombre de capteurs dans ces cités universitaires, notamment dans une où les chambres étaient petites et donc on pouvait soulever le lit, le remonter dans la chambre, sauf que certains étudiants l'utilisaient pour faire des tractions comme barre de traction et d'autres faisaient des soirées où ils étaient 6, 8, 10 assis sur le lit. Et donc il y a une très bonne idée du Crous qui a été de mettre un petit capteur, qui était un capteur de poids, si vous étiez trop nombreux sur le lit, un capteur de mouvement, si vous aviez un usage sportif. Vous imaginez bien que quand on commence à mettre des capteurs comme cela, qui seront les capteurs de toute la ville intelligente de demain, hein, notre monde urbain sera un monde d'abord de données et de capteurs, eh bien, ça pose un tout petit souci, puisque vous avez le poids et le mouvement, et au-delà des usages que je viens d'évoquer, il y en a bien d'autres qui concernent quand même largement votre vie privée. Et le Crous a eu du mal à comprendre cette réalité-là. Et comment voulez-vous derrière qu'on crée un cadre de confiance, que les citoyens réellement se disent que dans ce monde numérique, ils ont des droits et qu'ils peuvent être citoyens, à un moment où ils ont plutôt l'impression d'être très surveillés, avec un usage pas toujours très correct. Exactement, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un climat de défiance à tous les niveaux, envers les médias, envers les politiques, envers donc les journalistes, envers les industriels, que ce soit pour ce qu'on achète pour manger, les journaux qu'on va lire qui sont anxiogènes, les politiciens qu'on va élire, etc. Comment on arrive à être acteur dans un climat de défiance tel qu'on se dit, peu importe ce que je fais, de toute façon, ça va pas être pris en compte et on me dit d'agir, d'être responsable, mais finalement, pourquoi faire et comment je peux le faire donc on va se réfugier sur le Gorafi pour se dire, bon, je peux toujours en rire, mais au fond, j'en pleure. C'est intéressant parce qu'à une époque, une amie à moi disait, si votre journal fonctionne aussi bien, c'est que le monde va très très mal. Donc je me suis félicité que le monde aille de plus en plus mal, jusqu'à un moment où ça devient extrêmement anxiogène et il y a une espèce de point de non-retour avec l'élection de Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est qu'on avait bouclé une espèce de
d'article du futur du Gorafi qui a été publié le lendemain de l'élection de Trump, dans lequel on avait prévu l'option élection Trump. On avait choisi l'option la plus stupide possible. On disait c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Voilà, on a été un peu dépassé. Mais après, oui, c'est une espèce de petite fenêtre de décompression, on va dire. Et en même temps, la satire, elle est là pour faire marrer, mais aussi elle est là pour faire réagir. C'est-à-dire que c'est ça la différence avec la fake news et le côté drôle, c'est que la satire va dire c'est drôle parce que c'est vrai ou c'est triste parce que c'est vrai. Parce que des fois, on a des articles qui vont être grinçants, qui vont être un peu gênants, mais qui vont pas faire rire à gorge déployée. C'est pas ça le but de la satire. Donc il s'agit de garder un ton vraiment très fin et de renvoyer la réalité du moment un peu dans la face des gens. Ce matin, on a publié un article, par exemple, sur Lactalis, avec le PDG de Lactalis qui disait il faut savoir faire la différence entre il y a la bonne salmonelle et la mauvaise salmonelle. Voilà, ce genre de propos. Alors qu'il dit clairement dans l'interview, la vraie qui a été publiée dans les Échos, il reconnaît qu'il y avait de la salmonelle depuis 10 ans. Enfin, c'est incroyable. Et tout ce qu'il dit, on a fermé l'aile du bâtiment qui était contaminé, puis on va passer à autre chose. Voilà, ok. Non, c'est assez dingue comme raisonnement. Donc les médias ont leur part de responsabilité aussi. Ecopo, par exemple, pour reprendre mon exemple, prône un journalisme de solution pour aller plus loin que de montrer les problèmes et dire on peut aussi, en tant que journaliste, faire son travail de manière déontologique, de faire des vrais reportages, des vraies enquêtes, mais au lieu de s'arrêter au simple problème, de montrer qu'il y a aussi des solutions à ces problèmes, sans être faire non plus du prosélytisme pour un tel ou un tel, mais juste dire en fait, il y a des choses qui se passent bien aussi, mais c'est juste qu'on n'en parle pas ou qu'on n'attire pas l'attention vers les acteurs qui essayent de faire changer les choses maintenant et pas pour demain. Est-ce qu'il faut équilibrer du coup ça c'est aussi peut-être le rôle des médias et d'équilibrer un peu et d'arrêter d'être anxiogène, de tirer l'alarme à chaque fois en gros plan, de repenser aussi la façon dont on montre le monde et de montrer un petit peu aussi ce qui marche et pas uniquement ce qui marche pas. Est-ce que ça pourrait déjà changer un petit peu les choses? Un jour, quelqu'un a essayé de lancer un journal qui s'appelait le Journal des Bonnes Nouvelles et il a fait faillite. Ouais, mais les bonnes nouvelles, c'était de l'optimisme, machin, c'était pas de la vraie solution. C'est pour ça que je parlais de déontologie, d'enquête et de reportage au lieu de parler de bonnes nouvelles pour parler de bonnes nouvelles. Il faut que ce soit constructif. Il ne faut pas que ce soit positif pour être rose. Il faut que ce soit constructif. On parle de progrès quand même. Ça vous parle, Camille? Moi, je parle de futur avec un S, donc de futur souhaitable si possible. Je crois que c'est vrai que moi je sens aussi un climat une anxiété en tout cas autour de l'accélération technologique. Il y a beaucoup de peur, on voit des gros titres, les robots vont nous voler nos emplois, l'intelligence artificielle va prendre le contrôle sur toute l'humanité. Il y a presque la science-fiction devient révélatrice, oui finalement. Et c'est vrai qu'il y a des questions à se poser sur nos choix technologiques et sur leurs conséquences. Mais nous, c'est sûr, à Futur en scène, voilà, on travaille avec des startups, des gens qui innovent et qui montrent que la tech peut vraiment être mise au service d'enjeux, de problèmes actuels et peut vraiment être une solution plutôt qu'une menace. Et donc oui, je pense qu'il y a un optimisme à restaurer autour du futur. Je pense par exemple à des startups, comme Plume Labs, qui est un capteur de pollution, qui montre que la tech peut simplement être un outil pour mesurer la qualité de l'air. Est-ce que j'ai envie de sortir mon enfant à ce moment-là? Est-ce que j'ai envie d'aller faire du sport ou pas? Une façon de reprendre aussi la main sur son présent et de pas subir une espèce d'accélération technologique et de conséquences de la crise climatique. Voilà. Luc, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt que l'inverse? D'abord, par principe, je le vois toujours à moitié plein. Donc je pense qu'il faut garder cette vision du futur, garder une capacité à pouvoir prendre de la distance. Mais il y a certainement deux mots-clés. Si on veut qu'à un moment, il y ait une vraie citoyenneté dans ce monde numérique, c'est pas qu'une citoyenneté digitale d'ailleurs. C'est pas seulement exprimer une forme de citoyenneté en signalant des feuilles pas ramassées ou un banc cassé autour d'une appli, qui est quand même le niveau zéro de la Smart City aujourd'hui, même si beaucoup s'en vantent. La capacité aujourd'hui, elle est d'abord d'avoir un cadre de transparence où vous pouvez savoir comment les uns et les autres
travail quand une décision est prise par un algorithme, que vous connaissiez les éléments de cet algorithme. C'est vrai aujourd'hui dans toutes les administrations, c'était vrai avec l'ancien système APB, au moins vous saviez pourquoi vous alliez ou pas à tel endroit. C'est vrai sur l'ensemble des décisions administratives. Donc c'est un jeu de transparence qui crée le climat de confiance. Puis derrière, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est l'esprit critique. Et certainement qu'à l'école, aujourd'hui, apprend énormément de choses, mais que cet esprit critique, il n'est pas assez développé. Et avoir une capacité à prendre du recul, à juger. Et après avoir lu un article, parce qu'on a vu très rapidement le titre sur un post Facebook et qu'on a cru voir, parce qu'on a une lecture rapide, Le Figaro, et on pense que c'est un article sérieux, parce que le titre est bien fait pour ça, quand on commence à lire l'article, l'esprit critique, il doit à un moment nous alerter. On doit prendre de la distance. Qui n'a pas déjà reçu un commentaire quand on transmettait un article du Gorafi en mettant « mais c'est scandaleux, c'est une honte ». Enfin, moi, on a eu ça régulièrement. J'ai le tort et le travers de renvoyer régulièrement des articles du Gorafi. Et on a des gens, parce que, et je leur en veux pas, mais ils n'ont pas été accompagnés, éduqués, ils n'ont pas cet esprit critique. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à le développer, créer ce cadre de confiance qui permet réellement de le faire. Je pense que ça arrange bien certains de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a quand même des gens qui ont été abreuvés pendant la campagne présidentielle américaine que d'informations fausses, réellement fausses, et qui sont persuadés que c'est une vérité, et qui étaient, parce qu'ils ne suivaient que des gens qui pensaient ces choses-là, parce qu'ils n'avaient liké que des articles qui concernaient ces choses-là, parce que les mots qu'ils avaient tapés dans leur moteur de recherche ne concernaient que ces questions-là, ils étaient en permanence, dès qu'ils allumaient leur smartphone ou leur ordinateur, alimentés par ça. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Ça, c'est le principe de la bulle, et de la bulle d'information qu'on se construit, à tel point que je crois que c'est BuzzFeed, aux États-Unis, avait mis en place un système où en fait ils proposaient à ses lecteurs d'autres types d'informations qui ne colleraient pas forcément à leurs convictions politiques, en leur disant voilà nous ce qu'on écrit, mais on vous met aussi un article avec une tonalité différente qui ne va pas forcément vous plaire, mais qui vous permet de sortir de votre bulle. Ça marche à la fois autant pour les gens qui vont voter républicain que pour les gens qui vont voter démocrate. Mais on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une espèce de radicalisation politique au sens que les gens ne suivent qu'une certaine source d'information, mais surtout qu'ils vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup, ils se forgent là-dessus, et ça crée ce phénomène de bulle où en fait on ne sort plus du tout, on ne pense plus que parce qu'on a envie d'entendre. Et je crois que c'est BuzzFeed qui a mis en place ça durant la campagne présidentielle. Et Le Monde a un outil aussi, un vrai outil qui vous permet, quand vous avez une source d'information, un site internet ou un organe de presse, de pouvoir dire ben voilà, cet organe-là est considéré comme très sérieux, à surveiller, complètement faux, lié à une propagande, quelle qu'elle soit, ou alors est un site satirique. Et au moins, c'est précisé de manière extrêmement claire. Nous, on est en vert. Voilà, donc au moins les choses sont très claires. Mais je crois qu'il faut avoir cette capacité à un moment à pouvoir le dire, à pouvoir agir. Moi, il y a prescription maintenant, je peux le dire, mais il y a quelques années, la personne qui suivait les enjeux du numérique autour du terrorisme et notamment du djihadisme, je la vois au ministère, cette personne me dit « mais tu te rends compte, regarde, dès que j'allume mon moteur de recherche, que je ne citerai pas, là, regarde tout ce que j'ai comme vidéo qui m'est poussé, regarde, ce ne sont que des assassinats, que des mises à mort d'enfants, des lapidations de femmes, c'est quand même scandaleux. » Je dis « mais qu'est-ce que tu as cherché toi avant ?» Et donc évidemment, cette personne-là, c'était son boulot, cherchait que ça, n'avait pas compris que ce qui était poussé sur sa page d'accueil était, voilà, et c'est quelqu'un qui travaillait au ministère de l'Intérieur. Donc je crois qu'on a quand même quelques enjeux aujourd'hui à éduquer, à accompagner à tous les niveaux de la société, et puis à redonner un cadre de confiance. Mais derrière, il faut aussi, quand on va parler de la ville, des usages, que c'est le thème de la journée, recréer ce cadre de confiance avec la réalité de ce que sont les outils aujourd'hui, de ce que seront ces villes numériques. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir regarder, l'usage des capteurs. Il y a un exemple, moi je vous invite ce week-end à faire le test auprès de vos proches, de vos amis, de vos voisins, quel que soit l'âge, le niveau social, la compétence numérique ou pas, parlez de Linky, ce fameux compteur d'Enedis qui a été déployé à plus de 8 millions maintenant de foyers en France. Le débat est irrationnel. Sur ça met le feu, ça vous surveille, ils savent exactement quelle chaîne de télé vous regardez, dans quelle pièce vous êtes. Ils nous surveillent. Voilà. Donc, exactement. Et donc, voilà, faites le test.
vous allez voir que ce débat est complètement irrationnel. Avec notamment une des raisons, et moi c'est ce que j'expliquais au président d'Enedis, c'est qu'on a poussé un outil où il n'y a pas d'usage derrière. Alors que la réalité du monde numérique, c'est d'abord les usages. Voilà, vous avez votre smartphone, votre ordinateur, vous avez un usage, vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de chercher une information. Là, on nous pousse un compteur, on n'a pas encore la réalité de l'usage. Je crois qu'il faut avoir aussi cette vigilance. On ne peut plus maintenant décréter qu'on installe ce type d'appareil sans s'intéresser à la vie des citoyens, à la manière dont ils vont le faire vivre. Camille. Oui, ça me fait réagir parce que justement, dans le festival que j'organise, on met des usages en premier et on propose à des grands groupes comme Enedis ou la SNCF d'amener des questions qui se posent aux usagers, aux visiteurs qui sont là et de travailler dans des labs de co-création sur des problématiques en se disant justement que s'ils co-innovent en partant des usages des usagers avec les gens qui sont là, on n'arrivera pas à des fausses innovations comme celle-ci. Donc, gardons notre esprit critique, lisons le Gorafi, Sébastien. Oui, c'est ça. Arrêtons d'être stupides, finalement. Non, continuons d'être stupides, parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu notre part de marché, c'est là-dessus qu'on fait notre commerce. Non, au-delà de ça aussi, c'est que souvent les gens nous disent, mais vous n'avez pas peur qu'un jour la réalité vous dépasse c'est déjà fait. Mais on a aussi les titres des médias qui nous dépassent, qui essayent de faire comme nous, en se disant le Gorafi, les articles sont drôles, on va faire comme eux. Et on a eu l'an dernier BFM qui titrait parce que François Fillon n'avait pas pu réserver une salle de spectacle à Dijon parce qu'elle était occupée par le spectacle de la Reine des Neiges. Ils ont titré « La Reine des Neiges empêche François Fillon de tenir un meeting à Dijon ». Alors nous, on était un peu furieux de s'être fait couper l'herbe sous les pieds. Alors on a fait exactement le même titre, mais avec vraiment la Reine des Neiges qui freine le train de François Fillon et tout, en mode « s'il vous plaît, laissez-nous nos titres et faites votre métier ». C'est un peu ce que je leur avais conseillé. Mais après, voilà, nous, on continue de faire ces titres-là. Et puis, notre but, c'est à la fois faire rire ceux qui nous connaissent depuis 6 ans, parce qu'on est quand même depuis 2012, et aussi ceux qui nous connaissent depuis hier. Donc, il y a vraiment, comme je dis souvent, tous les matins, on réinvente la roue. Et il faut continuer à innover, il faut continuer à faire marrer, à faire réagir, à mettre en colère. C'est un défi de tous les jours en permanence évolution. Soyons vigilants, mais gardons notre sens de l'humour, du coup. Merci à vous trois. Merci à vous.